qu'on a confondu à la médecine. La santé a été confondue à la médecine. Or, la médecine, à l'origine, c'est l'application des principes militaires de guerre aux maladies. C'est l'application des principes militaires de guerre aux maladies. C'est pour ça tout le temps on vous dit on est en guerre, on est en guerre, la guerre contre le psy, la guerre contre ça. Mais la santé n'est pas la guerre. La santé, c'est l'harmonie. La santé, c'est l'équilibre. La santé, c'est l'amour. Et ça, vous ne devez pas consommer quelque chose qui peut vous tuer. C'est-à-dire, vous ne devez pas consommer quelque chose qui est dangereux pour vous. Vous voyez? Et il faut que vous le graviez en tête. Quand on parle de santé, on parle d'alimentation. Et sachez-le, santé égale alimentation, plus le sport. Et qui dit alimentation, c'est tout ce que vous mettez dans votre bouche. En plus, ce que vous mettez sur la peau, c'est pourquoi je parle en gros consommation. Et sur ça, il n'y a pas à négocier. Je vous le dis, si vous voulez être en bonne santé, battez-vous pour la vérité. Battez-vous pour la vérité. Je ne fais pas publicité, je vous dis, votre santé n'est que dans l'alimentation, rien d'autre. Mais, bien sûr, ceux qui, je le dis toujours, je le répète souvent, si vous écoutez le morceau Le Fossoyeur de Jean Brassens, il le dit. Lui n'est qu'un simple fossoyeur. Mais si les gens ne mouraient plus, de quoi il va vivre? Mais si on devait être aussi bête pour refuser de nous adapter à l'amour et qu'on croit que les gens doivent mourir pour que nous nous vivons parce qu'on fait des cercueils, ou bien on fait des cimetières, ou bien on creuse des tombes, c'est libre à nous. Mais moi, je le dis, j'ai prêté serment pour la santé et sur ça, je ne parlerai que de santé. Interprétez comme vous voulez. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Merci, merci beaucoup, docteur. Ferme là-dessus. Et vous devez être pareil. Parce que vous, qui êtes ici connectés, nous sommes dans une salle de classe, vous devez vous occuper de votre santé et puis aider d'autres à recouvrer leur santé. Et si vous allez déjà avec du mensonge, avec du faux, avec des chevaux de Troie, pour leur faire croire, ou bien pour les bercer d'illusions, vous êtes criminel, vous êtes complice d'homicide involontaire. Oui. Vous êtes complice d'homicide involontaire parce que l'alimentation est la seule chose qui vous rend malade et la seule chose qui vous guérit. Que ce soit clair. Merci beaucoup, docteur. Il y a encore deux, trois questions. On va les lire rapidement et vous répondez. Et on continue avec le thème du jour. Il y a Hilo Bertir de Brazzaville qui dit ceci. S'il vous plaît, docteur, une femme enceinte qui fait une hausse de tension, on peut lui conseiller le Lovenox? Vous voyez, ça c'est un truc assez spécial. Dans certaines situations, oui. Dans certaines situations, oui. Parce que la femme enceinte est plus enclin à faire des coagulations parce que, je vais vous donner une image. C'est comme vous voulez faire la pisciculture. Un fleuve passe, souvent on fait un barrage pour dévier l'eau, pour garder l'eau, pour faire la pisciculture. Pour que l'enfant se développe en vous, l'enfant a besoin d'un stock de sang et autres. Ce barrage-là s'appelle placenta. Et tout autour, là, tout est dévié de façon à ce que l'enfant n'ait pas de problème d'irrigation. La plupart du temps, le sang se coagule dans ces environs. C'est pour ça que les gens ont des problèmes d'hémorroïdes, des varices, des trucs. Tout ce qui est là, et même les urgences concernant la grossesse sont liées à des caillots. Mais maintenant, ce qui est fait, ce qui est distribué pour la personne qui pose la question,
C'est ce qu'on nous fait croire. Mais je vous le dis, toutes les urgences en gynéco-obstétrique sont des urgences liées au caillot. Donc, dans certaines situations, seul le Lovenox, la dose, ça dépend de la dose, seul le Lovenox sauvera et la mère et l'enfant. Et ceux qui sont dans la salle, qui sont du corps médical, ou bien qui sont gynéco, si Dr Amadou est là, s'il vous parle un peu de ce qu'on appelle l'hématome rétroplacentaire, avec un décollement du placenta, qui est très féticide, qui peut même tuer et l'enfant et la mère, vous allez tout comprendre. Mais bon, on n'est pas ici pour ces considérations un peu savantes. On le sait, mais je vous le dis, le Lovenox peut s'utiliser, mais il faut que ça s'utilise sous surveillance, avec un bilan clair, un bilan correct. Ça s'utilise et ça peut s'utiliser. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci. Il y a Kazim Askari qui dit ceci. Bonjour docteur, par rapport à la consommation des alicaments, est-il favorable pour les femmes enceintes? Les femmes enceintes mangent, non? J'ai répondu. OK. On a compris, ce qui veut dire que les femmes enceintes aussi peuvent en consommer. Il y a Romanus qui dit « Bonjour docteur, bonjour à tous. Peux-tu nous dire ce qu'on appelle europathie optique de Leber et comment les soigner avec les produits AIM ?» C'est un cas trop spécifique, je n'en parlerai pas. Mais il a mal dit ou bien il a mal écrit et tu as mal lu. Donc, oui, je n'en parlerai pas. C'est des trucs, c'est-à-dire vous devez comprendre le général pour aller dans des trucs assez spécifiques et savants. On n'a pas besoin de ça. Je vous dis tout le temps, c'est une autre façon de faire l'esclavage. Quelqu'un va à l'école et il est abruti, récite des conneries et il croit qu'il connaît. Les animaux n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de médecins. Ils sont dans la brousse. Quand vous les laissez tranquilles dans leur brousse, ils sont en bonne santé. Ils savent ce que c'est. Donc, c'est les principes de base ici que nous allons partager. Si quelqu'un veut un truc particulier qui a un intérêt global, je répondrai. Mais un truc trop spécifique, je dirais non. OK, merci beaucoup, docteur. Il y a quelqu'un qui levait la main. Je voudrais lui donner la parole, mais bon, la personne a désisté. Donc, on va maintenant commencer avec le thème du jour. Ah oui, c'est Abel Magnon. Abel Magnon, oui, Abel Magnon. Allô? Allô, monsieur Abel? Allô, monsieur Abel? Allô, bonjour la salle. Oui, bonjour, monsieur Abel, comment est-ce que vous allez? Je vais bien, bonjour docteur, merci pour tout ce que vous faites pour la santé. Merci, on est ensemble. J'ai une question par rapport à la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on peut traiter cela avec nos produits de AIM et comment procéder? Bien sûr, les produits AIM aident à ça. Et la maladie d'Alzheimer, si vous vérifiez correctement, vous allez voir que c'est des coagulations dispersées et calcifiées sur la tête des gens. Donc, vous voyez que c'est des problèmes de circulation toujours. D'accord. Le Parkinson aussi. Mais les problèmes de circulation sont plutôt localisés au niveau du cerveau. Là, ça revient au même. Voilà. Mais dans ces maladies-là, Alzheimer et Parkinson, la première des choses que je vais vous dire, c'est qu'il faut éviter que les gens aient des métaux dans la bouche. Il faut éviter que les gens aient des métaux dans la bouche. Dans la bouche. Ça veut dire que tout ce qu'on vous appelle amalgame, plomb ou quoi que ce soit, prothèse, il faut, tout ce qui est métallique, il faut les enlever. Et normalement, il faut des trucs amovibles, c'est-à-dire qu'on peut enlever le soir et dormir avec. Quand vous voulez sortir, vous les replacez. C'est difficile dans certaines situations, mais c'est mieux comme ça. Si vous voulez guérir quelqu'un qui a ça, la plupart du temps, quand vous avez ces maladies, personne ne va voir le dentiste. On va voir le neurologue et qui lui-même n'en sait rien du tout. Donc, il vaut mieux, quand vous voulez le faire, les alicaments aident.
à guérir ces choses, ben, il faut veiller à ce que la bouche de ces gens n'ait pas de métaux lourds. N'est pas du tout de métaux lourds. Je vais vous donner un témoignage. Je ne me rappelle plus d'ailleurs, si je me rappelle même du nom, je ne vous donnerai pas le nom. Il y a un professeur d'économie, je crois que c'est en 2014 ou 2015, qui est passé me voir. Après, à Lomé, après qu'il ait consulté plusieurs fois des neurologues, que ce soit les professeurs de neurologie à Lomé et en France, on lui a prescrit plein de produits, mais quel problème il avait? Il avait une décharge électrique sur la tête tout le temps. Il avait une décharge électrique sur la tête tout le temps. Et même quand il prend le téléphone, des fois, il est électrocuté. Et quand il est venu chez moi, je l'ai écouté patiemment et il a raconté un peu son périple, son tourisme médical. Et quand il a fini, je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'il sait ce qu'on appelle une pile? Il dit oui, que tout le monde qui a fait quatrième sait ce qu'on appelle une pile, parce que c'est un liquide dans lequel on plonge un métal. Et je lui ai dit, tel qu'il me l'a dit, c'est très bien. Est-ce que dans sa bouche, il n'a pas des piles? Il me dit, comment il peut avoir des piles? Il a dit, non, mais dans sa bouche, il a des piles. S'il a au moins 2 dents qui sont plombées, c'est-à-dire avec des amalgames, avec la salive dans sa bouche, il a des piles dans sa bouche. Et 2 piles que tu connectes produisent de l'électricité, n'est-ce pas? Et je lui ai dit, c'est simple, j'ai mis un neutraliseur sur son téléphone et je l'ai appelé, il a décroché, il n'a rien senti. Et je l'ai envoyé chez le dentiste. On lui enlève les métaux. Dès qu'on lui a enlevé sa maladie qu'il n'a pas pu soigner pendant plusieurs années, a disparu seul. Ça a disparu comme par enchantement. C'est vous dire que le dentiste vous met des piles dans la bouche. Maintenant, quand vous avez des problèmes, vous n'allez pas voir le dentiste parce qu'il ne sait pas. Et vous-même, vous ne savez pas parce que vous n'allez pas voir le dentiste. Vous irez voir le neurologue. Et le neurologue, il va vous raconter ces blablabla. Excusez-moi, dans ce cas précis, c'est des blablabla. Et on te prescrit des médicaments, les neuroleptiques et consorts, qui ne servent à rien, qui t'empoisonnent. Alors qu'il a suffi que je l'envoie chez un dentiste pour qu'on lui enlève les métaux dans la bouche et que sa maladie disparaisse. Pourtant, il dit tout le temps, j'ai des décharges électriques sur ma tête. Mais vous voyez ce que c'est? C'est pour ça, attention, attention. Voilà, c'est une petite parenthèse. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre témoignage. On va maintenant commencer. Je faisais des choses, quand on vous raconte, quelqu'un qui écoute ça va dire, mais tiens, comment? Ça, c'est de la sorcellerie. Comment lui, il a su que... Mais c'est parce que la médecine, ou bien les médecins ont oublié la science fondamentale. C'est cette science-là qu'il faut appliquer à la santé. Et on se contente de réciter. Et plus vous récitez bien, on vous dit brillant. Malheureusement, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Encore une question, et puis, bon, une question, si vous en avez posé, après on y va. Ouais. Ok, bon, c'est plutôt des messages de félicitations. Il y a Dior qui dit Pawe. Et Abdel Apemignon qui dit merci beaucoup, docteur Pawe. Donc, pour le moment, il n'y a plus de questions. Bien, bonjour à vous, rebonjour. Oui. Chaque fois qu'on vient ici, il faut que nous essayions de nous rappeler des principes de base, des fondements de la santé, les b.a.-ba de la santé. Et c'est pour ça que chaque fois que je viens, je vous pose les mêmes questions. Il faut que ça rentre dans vos habitudes, mais je ne voudrais pas avoir, comme le système qui m'a formé,
des répétiteurs, des perroquets, non, mais des choses que vous intégrez pour raisonner. Alors, merci beaucoup, docteur. Comme vient de le dire... oui, on ne vous entend plus là. Allô? Docteur, nous allons commencer avec le thème. Tous ceux qui sont dans la salle, tous les distributeurs, nos salutations à tous nos fondateurs. Le thème du jour, c'est « Chantons ensemble notre amour pour la santé ». Santé égale amour égale vérité naturelle. Donc, c'est de ce thème qu'on va débattre avec Dr Jean-Paul Amégan aujourd'hui. Moi, je suis Fabrice Folijon-Diapacho. Je suis formé par Dr Jean-Paul Amégan. Je suis naturopathe aussi. Donc, nous allons commencer. On va s'adresser au docteur. Rebonjour, docteur. Bonjour, bonjour, comment ça va? Nous allons bien et chez vous? Alhamdoulilah, je vais bien, je me sens bien aussi. Très bien. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est « Chantons ensemble notre amour pour la santé ». Santé égale amour égale vérité naturelle. Alors, docteur, qu'est-ce que vous voulez nous dire par cette phrase? On va recommencer par nos habitudes. Hein? Qu'est-ce qui nous fait vivre? Eh bien, la salle, le docteur nous pose des questions. On nous demande qu'est-ce qui nous fait vivre? À vos claviers, ou bien si vous voulez intervenir directement, vous levez la main, on vous donne la parole. Qu'est-ce qui nous fait vivre? Envoyez la réponse rapidement. Nous sommes plus de 80 dans la salle. Qu'est-ce qui nous fait vivre? À vos claviers, il y a déjà des messages qui arrivent. Il y a Sossou qui nous dit l'oxygène. Il y a Dior qui dit la circulation sanguine. Il y a Abel Apémignon qui dit l'oxygène et la bonne circulation sanguine. Je vous montre quelque chose de choquant, mais je vous le montre. Eh bien, c'est quoi ça? C'est le sein d'une femme, je crois, oui. Bien. Oui, et globalement, c'est un sein cicatrisé, c'est ça? Effectivement, c'est ce qu'on voit. Bien. J'espère que vous avez bien vu. C'est vraiment un sein cicatrisé. Oui. J'attends vos réponses. Je vais vous montrer comment j'ai pris ce sein. D'accord. Donc, on attend les réponses. Nous sommes à peu près 80 dans la salle. Il y a déjà beaucoup qui ont envoyé des messages que j'ai déjà lus. Il y a Hilo Berti qui dit la bonne circulation sanguine, qu'est-ce qui nous fait vivre? La bonne circulation sanguine. Il y a Larry Kanlouk Tibé qui dit la circulation sanguine. Abdel Apémignon, l'oxygène et la bonne circulation sanguine. Dior, la circulation sanguine. Sossou, l'oxygène. Eh bien, ce qui nous fait vivre, oui, bon, c'est... Vous êtes tous dedans, mais je vous repose la question autrement. Quelle est l'essence de la vie? Quelle est l'essence de la vie? Ça, les gens vont beaucoup répondre. Quelle est l'essence de la vie? Quelle est l'essence de la vie? Répondez rapidement. Il y a Larry Kanlouk Tibé qui dit la circulation sanguine. Il y a Bonito qui dit circulation sanguine. Quelle est l'essence de la vie? Le sein que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le même sein quelque temps avant. Là. C'est pas facile, hein? Je ne vais pas vous couper la petite, mais je vais vous montrer des choses. C'est le même sein? Attention aux âmes sensibles. Hein? Vous êtes ici des thérapeutes, donc vous supportez. C'est ça. Eh bien, waouh. C'est un cancer du sein en 2013 ou 2014, si j'ai bonne mémoire. Un sein totalement pourri,
qu'on n'a pas opéré. Donc, je vous ai montré la cicatrisation tout à l'heure. Quand tu vois ça, tu ne pourras même pas manger la viande. Ça, c'est vrai. Bon. Je vous ai montré ça pour que ceux qui piaillent et racontent des histoires sachent que j'ai vu des choses que j'ai gardées. Il y a pire. Vous avez vu? Ce sein n'a pas été opéré du tout. Jusqu'à cicatrisation. La personne vit. Wow. Félicitations. C'est pas facile. Que Dieu permette à ce que la vérité soit dite et que les humains partagent l'amour. Il ne suffit pas d'être un pleutre quelque part et jouer aux cloportes pour emmerder les autres qui veulent dire la vérité, qui veulent bien faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur. Bien. Les réponses. Quel est l'essence de la vie? Les gens ont donné beaucoup de réponses. La circulation sanguine, la bonne circulation sanguine. C'est ce que les gens ont donné comme réponse. Merci, vous avez bien trouvé. Alors, je vous repose ça. Vous le savez aussi, mais je vais vous reposer quand même. Quel est l'essentiel? Et quel est l'essentiel de la vie? Quel est l'essentiel de la vie? On a déjà parlé de l'essence de la vie. Maintenant, on nous demande quel est l'essentiel de la vie? Il y a... non, pour le moment, il n'y a pas encore de réponse. Il y a Dior qui dit l'oxygène. Eh bien, il y a Gia Kolani du côté du Togo qui dit oxygène. Il y a Benito plutôt qui dit oxygène, Kotianik, toujours oxygène. Je crois que ouais, on est assidus. Merci. Merci. Oxygène. Lorsque vous voulez prendre quelque chose comme aliment, quelle doit être la condition? Lorsque vous voulez prendre quelque chose comme aliment, quelle doit être? La première condition. La première condition, lorsque vous voulez prendre un aliment, qu'est-ce qui doit être la première condition? Il y a Kondo qui lève la main, on va lui donner la parole. Allez-y. Eh bien, Monsieur Kondo, vous avez la parole. Allô? Allô, Monsieur Kondo? C'est Madame Kondo. Si c'est celle de la deuxième fois, c'est Madame Kondo. Ah oui, c'est plutôt une dame. Oui, excusez-moi. Madame Kondo, vous avez la parole. Allô? Oui, allô, et on vous reçoit, Madame Kondo. Comment est-ce que vous allez? Ah, je voulais participer. Je voulais dire que c'est l'alimentation. C'est la nourriture que nous mangeons chaque jour. Oui. Le docteur avait posé une question là. Quelle doit être la condition première? Quand vous voulez mettre quelque chose dans la bouche, quelle est la condition de ce que vous devez mettre dans la bouche? Ça doit être quoi? Il doit vous apporter quoi? Si je... La santé. Il doit vous apporter quoi? La santé. Il faut demander est-ce que la nourriture là est bonne. Est-ce que la nourriture là est bonne? Être bon, c'est quoi? Une nourriture qui est bonne. C'est quoi? C'est-à-dire, jusque là, vous n'avez pas encore répondu. Si tu prends une nourriture que tu dois consommer, la nourriture doit être bonne. Mais quelle est la condition pour qu'elle soit une bonne nourriture? Eh bien, c'est ça la question. En fait, c'est ça ce que je demande. Quelle est la condition pour que ce soit une bonne nourriture? Eh bien, il y a qui dit cet aliment doit nous apporter de l'oxygène. Il y a Gia Kolani qui dit apporter l'oxygène. Vous voyez, une nourriture n'est bonne. Une nourriture n'apporte la santé que lorsque la nourriture vous apporte quoi? L'oxygène. Ce doit être fondamental. Ce doit être gardé comme ça. Chaque fois que vous devez manger,
est-ce que ce que je prends là m'apporte de l'oxygène? Si oui, c'est bon. Sinon, attention. Donc, quels sont les aliments qui peuvent nous apporter de l'oxygène et dans quelles conditions? Eh bien, quels sont les aliments qui peuvent nous apporter de l'oxygène et dans quelles conditions? Oui, les nourritures, les aliments qui peuvent nous apporter de l'oxygène. Allez-y rapidement, nous sommes très nombreux dans la salle, plus de 80. Il y a Aïssatou qui dit les végétaux. Oui, lorsque je prends les végétaux, comme chez nous ici, et je fais mon tchèque, c'est-à-dire le riz au poisson, je mets les végétaux dedans, je carbonise ça. C'est des végétaux toujours. Est-ce que ça m'apporte de l'oxygène? Non. Voilà. Déjà carbonisé. Vous voyez? Quand vous répondez maintenant, il faut toujours préciser, il faut vous comprendre, qu'on soit sûr que vous avez compris et que vous pouvez maintenant amener quelqu'un à se régénérer. Vous voyez? Donc, les légumes et les fruits, c'est-à-dire les végétaux en gros, mais vous devez les prendre non carbonisés. C'est comme, vous savez que dans la nature, c'est les végétaux qui produisent l'oxygène, que ce soit l'oxygène que nous respirons ou ce que nous mangeons. Mais quand vous brûlez un arbre, est-ce que l'arbre peut encore produire l'oxygène? Quand vous brûlez un arbre, est-ce que l'arbre peut encore produire de l'oxygène? Il y a un message qui est là, c'est de Messan qui dit fruits et légumes crus ou à la vapeur. Ça, vous mélangez la lecture parce que ça, c'est déjà passé. C'est ça. Il y a Kondo qui vient de répondre à la question que le docteur vient de poser. Il dit non. Il y a Léo Berthier aussi qui dit non. Il y a Diop qui dit non. Batako qui dit non. Vous voyez, un arbre brûlé ne peut être pollué par les fumées et autres. Ça ne peut pas vous apporter de l'oxygène. C'est exactement ce qui se passe dehors, qui se passe en nous aussi. Maintenant, en nous, c'est un milieu fermé. Si vous mettez de la fumée et autres, il faut l'éliminer. Et pour éliminer la fumée, il faut quand même oxygéner encore. Vous voyez, le peu d'oxygène que vous avez en vous, à cause du feu que vous avez mis en vous. Ce feu en vous s'appelle comment? Pour tous ceux qui me suivent jusqu'ici, quand il y a le feu en vous, comment on appelle ça? Comment on dit ça en médecine? Ou bien en santé? Quand il y a le feu en vous. Oui, ce feu-là qui est en nous, là, comment est-ce qu'on l'appelle? Eh bien, envoyez vos réponses rapidement. Bravo. Quelqu'un l'a déjà dit. Inflammation. C'est une inflammation. Quand il y a le feu en vous, c'est une inflammation. Vous voyez? Quand il y a le feu, il va falloir encore chercher de l'oxygène. C'est aussi l'acidose. Oui, il va falloir apporter de l'oxygène. C'est inflammation, pas information. C'est inflammation. Inflammation. Peut-être que la personne a fait une faute de frappe, c'est inflammation. Il faut encore chercher de l'oxygène pour dépolluer l'intérieur. Vous voyez un peu? Donc, vous le comprenez maintenant? Être en bonne santé, c'est avoir de l'oxygène à gogo. Et ce que vous devez manger doit être des choses que vous adorez. Je ne vous dis pas d'être cannibale, hein, parce que si tu adores ton chéri et tu manges ton chéri, c'est pas bon. Mais ce que vous devez manger doit vous apporter de l'oxygène. Et chaque fois que vous devez manger, chaque fois que vous vous asseyez pour manger, il faut que cela vous apporte de l'oxygène. C'est fondamental. C'est ça qu'on appelle santé. La santé, c'est manger la santé, c'est manger de l'oxygène. Manger ce qui vous apporte de l'oxygène. Donc, vous voyez que les aliments carbonisés et chauffés au-delà de 100 degrés et cuits au-delà ne servent à rien, sauf le goût que ça vous donne.
Ça ne sert à rien, en dehors du sucre que ça vous apporte. Et quand je le dis comme ça veut dire aussi le pain et consort. Vous voyez? Alors, est-ce que jusque-là, ça va? Donc, la santé, manger la santé, c'est garantir à chaque repas qu'il y a un minimum d'oxygène que vous ingurgitez, que vous mettez dedans. Ça s'appelle les nutriments et autres, mais ces nutriments, ces oligo-éléments et consorts ne sont donnés que par les végétaux. Plus, c'est-à-dire les fruits et les légumes crus ou à la vapeur pousse. Est-ce que jusque-là, ça va? Je crois que oui, ça va, on reçoit très bien. Donc, si je vous redemande encore, je sais que vous l'avez déjà fait plusieurs fois, mais si je vous redemande, définissez la santé, c'est quoi? Être en bonne santé, c'est quoi? Garantir la santé, je vais le dire autrement, garantir la santé à une population, c'est quoi? Si on vous nommait par exemple ministre de la Santé, qu'est-ce que vous devez faire pour garantir la santé à une population? Eh bien, si vous êtes nommé le ministre de la Santé, qu'est-ce que vous devez faire pour garantir la santé de la population? Eh bien, à vos claviers, ou bien vous levez la main, on vous donne carrément la parole et vous intervenez. Vous êtes ministre de la Santé. Alors, qu'est-ce que vous devez faire pour garantir la santé de la population? On est plus de 90 dans la salle. Il y a un message qui est là. On va la lire rapidement. C'est de Manu qui dit ceci: assurer et garantir l'apport en oxygène. Il y a, vous ne devez plus parler comme ça. On a déjà dépassé ce stade-là. Oui. Oxygène et autres, c'est le BABA. Maintenant, en tant que ministre de la Santé, si je dis bien ministre de la Santé, ne confondez pas ce que vous avez dans nos pays là, comme ministère de la Santé. Hein. Ce n'est pas de la santé, ça. Maintenant, vous comprenez la santé. Si vous venez pour garantir la santé à une population, à quoi devez-vous veiller? Eh bien, si vous devez garantir la santé de la population, à quoi vous devez veiller? Eh bien, si vous voulez lever la main et puis vous intervenez directement, garantir la santé de la population, c'est quoi? À quoi vous devez veiller? Si on venait de vous nommer ministre de la Santé, il y a Tanté Maxime qui envoie un message. Ça dit ceci: lutter contre le déboisement. Il y a Dior qui dit... Vous êtes resté dans les trucs de considération terre à terre et autres. Quelqu'un, vous voyez, une réponse beaucoup plus... garantir la bonne nutrition. Non, nutrition, non, la bonne alimentation. C'est la réponse que vous devez donner. Ce n'est pas oxygénation. Quand je dis bonne alimentation, vous ici, vous comprenez que c'est l'alimentation qui garantit l'oxygénation, qui garantit l'oxygène. Donc, vous devez bien être à ce niveau. Oui. Donc, veillez à ce que l'alimentation des populations que vous dirigez, c'est-à-dire la politique, en fait, faire de la politique, c'est s'occuper des autres. Donc, la santé, quand on vous nommera pour ça, c'est garantir une bonne alimentation. Qui dit bonne alimentation veut dire veiller à ce que les gens s'alimentent avec des choses qui leur apportent de l'oxygène. C'est ça. Si on vous demandait d'agir sur la santé des gens, vous voyez, quelqu'un a mis promouvoir une agriculture sans produits chimiques. C'est vrai. Quelqu'un d'autre a mis une agriculture bio. C'est pas faux, mais je vous dis, moi, je n'aime pas le mot bio parce que bio veut dire 17% de naturel. Or, la santé doit être avant tout naturelle. Si tu mets 83% de poison et tu mets 17% de naturel dedans, tu es bio.
C'est-à-dire, tu auras la qualification bio. Vous voyez un peu ce que c'est? C'est pour ça le bio, vous le sortez souvent, beaucoup confondent bio à naturel. Bio ne veut pas dire naturel. Bio veut dire au moins 17% de naturel. OK. Et pour l'information? Donc, chaque fois qu'on vous dit bio, 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 ça ne veut rien dire. Et puis, des fois, même quand on met bio, là, c'est juste pour tromper. C'est sur l'étiquette seulement qu'on met bio. Si vous allez voir comment les choses sont cultivées, ce qui a été étudié et qu'on sort, il n'y a rien de bio. Mais on met bio. Voilà. Donc, le ministre de la Santé ou le ministère de la Santé doit être un ministère de l'agriculture, de l'élevage, en gros, de la consommation, qui doit veiller à ce que les gens consomment leur apporte de l'oxygène. C'est pour ça que je dis, il faut à tout cela mettre le ministère du sport. Pas le sport de compétition, non, mais le sport comme les animaux le font dans la brousse. Voilà, marcher, courir un peu, et puis faire du jogging. Voilà, ça doit être, c'est ça, le ministère de la Santé, c'est de ça il doit s'occuper. Ce que nous avons dans le pays, là, c'est le ministère des Soins. Si on peut être plus précis, on dira ministère de la Médecine. Ça, ce n'est pas le ministère de la Santé, ça. Ça n'a rien à voir avec la santé. C'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez que là, et les médecins, ils ont les mêmes maladies que vous. Ils ont les enfants qui meurent à bas âge, des femmes qui meurent, des maris qui meurent tout le temps, comme vous aussi. Donc, ce ne sont pas, c'est-à-dire, ce n'est pas la santé, ça. C'est le ministère de la Médecine. Ou bien le ministère des Soins. Et c'est pour les malades. Mais ce qui rend les gens malades, c'est la malbouffe. Et la malbouffe, vous comprenez? Est-ce que mon message est clair? Santé, c'est alimentation. Alimentation veut dire apporter tout ce qui garantit l'oxygène sur vous. Vous voyez, j'ai souvent une image, ça ne me fait rien. Tu vois quelqu'un, quand il a un peu de moyens, il va dans les supermarchés avec un ventre un peu bien gonflé et il prend un gros chariot, il remplit ça. Et il marche fièrement en poussant les trucs avec ses enfants et autres, et c'est lui qui est là à la mode. Alors qu'en réalité, c'est un employé de pompe funèbre. Il pousse son corbillard devant lui, il est content. Alors que c'est comme si le chariot, là, le conduit directement au cimetière. Mais il est content. Ce chariot qui est un corbillard, alors qu'il devait avoir dedans des fruits et des légumes. C'est pour ça que je dis, nos pharmacies, on doit se battre pour qu'ils aient des compléments alimentaires et au mieux des légumes naturels, des fruits et légumes naturels. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont se battre pour la santé. Pour le moment, c'est pas ça. Non, hein, on est content. Hein, le samedi, le soir, on va dans les crèmeries, ou bien on va dans le supermarché, un gros chariot, on remplit ça et puis on est content. C'est encore bien. C'est encore bien, malheureusement. Bien. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Parce que, oui, quelqu'un dit, après 100 degrés, tout meurt dans l'aliment. Oui, ça c'est clair. Tout. Tout est brûlé. S'il reste un peu quelque chose, c'est du sucre qui reste. Après 100 degrés, vous n'avez rien. Rien dedans. C'est que le goût de ce que vous avez, c'est tout. C'est rien, il n'y a rien dedans.
Voilà. Donc, vous comprenez maintenant que ceux qui sont au village avec leurs feux doux et ce qu'ils font, il y a des raisons qu'ils soient en meilleure santé que nous en ville. Il y a des questions sur Eh cette bien, c'est la première partie. S'il y a des questions, vous pouvez commencer à les poser et le docteur est là pour nous donner les réponses et on continue avec la deuxième partie. Eh bien, la salle, nous sommes près de 100. Il y a 99 personnes actuellement dans la salle. Donc, si vous avez des inquiétudes ou bien vous avez des questions à poser sur cette première partie, vous pouvez commencer à les poser. Donc, à vos claviers, on est actuellement 100 dans la salle. Donc, allez-y, vos questions. Et je tiens à vous informer que notre salle, c'est juste 100 personnes. S'il y a d'autres qui veulent encore entrer dans la salle, il faut les conseiller d'aller sur notre page Facebook Global G Plus Salle et nous aurons là-bas. Eh bien, il y a quelques questions qui sont là. Il y a Romanos qui dit « Comment faire pour enlever les pesticides sur les légumes et fruits avant de les consommer ?» La simple façon d'enlever les pesticides, quoique cette méthode n'enlève pas tout, c'est de plonger les fruits et légumes la nuit, toute la nuit dans de l'eau. Ça permet d'enlever beaucoup, la grande partie des pesticides. Mais mieux, vous pouvez faire un bain de bicarbonate aussi. Je vais faire une session spéciale sur le bicarbonate, comment l'utiliser pour vous aider à avoir une très bonne santé. Mais faire un bain de permanganate qui enlève la plupart de ces choses-là sur les aliments. Voilà ce que je peux dire globalement. Quand vous le trempez toute une nuit dedans, c'est mieux. Mais pour des fruits qu'on peut éplucher, il faut aussi enlever la peau. En enlevant la peau, vous enlevez presque tout. Mais vous savez, des fois, même les bandes roulantes sur lesquelles passent les fruits et les légumes, avant qu'on les conditionne, les contaminent même à l'amiante. Donc, il y a d'autres techniques que lors d'une formation spéciale, on va en parler pour que vous puissiez vous aider à les éliminer. Mais tremper toute une nuit dans de l'eau, ça va enlever la plupart de ce qui est assez dangereux, facile à enlever. C'est déjà bon. Merci beaucoup, docteur. Dans votre intervention tout de suite, vous avez parlé de permanganate. Hein? Pardon, on peut utiliser le permanganate, mais je voulais parler plutôt du bicarbonate. Ok, d'accord. Ok, merci. Merci Parce beaucoup, docteur. Il y a des choses assez dangereuses. Vous savez, par exemple, on dit aux gens d'utiliser du javel. Mais le javel, comment ça se dit en français? En anglais, on dit javel food grade. Voilà, comestible. Entre le javel comestible et le javel blanchissant, il y a une grande différence. Mais ce qui se vend souvent au marché, c'est le javel blanchissant qui est un poison, mais que les gens utilisent souvent pour nettoyer les fruits et légumes. Vous voyez, encore ce que je dis là, si vous sortez du cadre, là, ça va faire encore un tollé. Mais je vous le dis. Non, on parle de santé et je dois être honnête avec vous, je dois être sincère avec vous, je dois vous dire la vérité. Le javel blanchissant qui va laver vos chemises, blanc, blanchir le truc, est différent du javel comestible. Mais quand vous allez au marché, est-ce que vous connaissez la différence? Non. Ceux qui vendent même ne connaissent pas la différence. Wow. Vous voyez le danger? Oui. Je peux par exemple tout de suite aller dans ma chambre, amener de l'acide chlorhydrique et verser dans ma bouche de l'acide chlorhydrique. Vous allez crier, oh, l'acide chlorhydrique est dangereux comme ça qui tue lui-même. Oui, il y a l'acide chlorhydrique comestible et ce qui n'est pas comestible. Il y a des détails que normalement
l'association des consommateurs devait Exiger. voilà, exiger pour pouvoir faire des publications, pour pouvoir informer les gens. Mais les gens n'ont aucune notion de ces choses-là. Quand j'en parle, j'attire votre attention seulement. C'est pour ça, ce qui est dangereux, ce qui est très dangereux, je n'en parle pas. Regardez par exemple, quand vous allez acheter de la viande dans les supermarchés, de la viande congelée, la plupart de ces viandes-là contiennent des nitrites, c'est-à-dire des nitrates de potassium et de sodium, qui sont des poisons, mais qui permettent de conserver la viande et de lui garder une couleur donnée. Quand je vous donne, je vous parle des nitrites, c'est-à-dire des nitrates de sodium et de potassium, vous n'en savez rien du tout. Vous allez acheter une viande de bonne couleur, vous êtes content parce que vous allez acheter la viande en supermarché, mais vous devez aller à l'abattoir, normalement. Mais ce qui est en supermarché et autres, vous ne savez pas ce qui fait garder la couleur là. La plupart du temps, je vous le dis, c'est du nitrate de sodium et de potassium. Et ceux qui ont l'habitude de prendre du jambon, salut les dégâts. Je vous donne une idée sur les nitrites ou les nitrates qu'on peut trouver dans de l'eau, mais ce que je dis là spécifiquement, c'est un poison dangereux qui se trouve dans nos aliments. Vous vous rappelez de l'explosion de l'AZF en France ou bien du port de Beyrouth? C'est dû au nitrate d'ammonium. Ça, c'est particulier. C'est dû au nitrate d'ammonium, ça. Mais le nitrate de sodium et de potassium, c'est d'autres choses qu'on utilise comme conservateur. Des viandes et d'autres choses. Il y en a dans plein d'aliments. Si vous prenez votre truc de jambon dans le supermarché, prenez l'emballage, lisez sur l'étiquette, soyez curieux, vous allez comprendre. Normalement, c'est des informations, c'est pour ça qu'il faut avoir des associations de consommateurs, parce que notre santé en dépend. Vous devez aimer la vie pour pouvoir défendre ça. Ce que je vous dis, si vous voulez manger à tout prix de la viande, allez à l'abattoir directement, on n'a pas l'aliment, le truc et vous achetez. Mais quand vous allez acheter des trucs de supermarché qui viennent peut-être de Brésil, de tout, du Japon, de quoi, je ne sais pas, et on vous tranche ça, on vous coupe ça, vous êtes content parce que c'est bien coloré, c'est joli à voir, vous n'en savez rien du tout. Même des fois, les poissons sont bien colorés. Hein? Vous devez vous informer, c'est là que vous devez être curieux. Vous voyez, quand vous allez pour aider quelqu'un, pour le soigner, vous devez véritablement avoir les informations, éliminer plein de choses. Et c'est comme ça que vous allez lui redonner la santé. Quand je vous ai parlé tantôt de la suppression du fait qu'en Europe, et le blé et le soja sont supprimés dans les laits pour enfants, les biscuits et autres, j'étais au Burkina. Et dans l'hôtel où je logeais, je crois que c'est en 2019 ou 2018, je ne sais plus, à côté, il y avait une supérette. Et quand j'ai été dans la supérette, il y avait des trucs de criquet grillés. Et c'est là, j'ai dit non, mais ça, je vais manger pour voir comment c'est. Et j'ai acheté le criquet, j'ai mangé. Et à partir de ce temps, après mes conférences, je pianotais un peu pour voir et comprendre. C'est comme ça que j'ai compris ce à quoi servait le criquet. Et actuellement, les Occidentaux, c'est que du criquet. Et des poudres de criquet qu'on utilise maintenant pour remplacer et le blé et le soja dans beaucoup de choses que vous ignorez. Et ça, ces choses-là, c'est dans les supermarchés, dans les laits pour bébés, des trucs. Non. Et quand on parle des gens qui ignorent tout d'eux-mêmes, se lèvent et puis bavardent. On n'a pas les mêmes fonctions, on n'a pas les mêmes sacerdoces, on n'a pas le même destin, mais je peux ne pas être d'accord de ce que vous dites. Je dois me battre pour que vous ayez la liberté de le dire. C'est Voltaire qui le disait, et c'est ce qu'on doit faire. Parce que nous qui avions choisi de dire la vérité, qu'on nous laisse dire la vérité. Mais qu'on ne sorte pas ce qu'on dit du contexte
et qu'on en fasse des histoires. Et c'est pour ça, vous qui êtes dans la salle, attention, si vous voulez sortir une partie du message que je donne, demandez conseil pour qu'on vous dise et prenez les précautions, essayez d'accompagner ça d'un commentaire qui permettra aux gens de bien se situer. Parce que beaucoup qui sortent les choses, c'est dans leurs intérêts tout simplement. Ils sortent ces choses-là parce qu'ils veulent convaincre certains et ils déforment l'information. Pardon. Vous êtes des naturothérapeutes, vous êtes des naturopathes. Pour la plupart, même ceux qui sont médecins, ils vont devenir des santé-sains. Vous devez veiller à ce que les informations que vous donnez soient des informations de santé, c'est-à-dire quelque chose qui va dans l'intérêt de celui que vous voulez sauver. S'il comprend, c'est bien. S'il ne veut pas comprendre, abandonnez-le. Si vous allez chez quelqu'un qui est diabétique, vous lui dites, ne mangez plus de pain, et quelqu'un vient lui dire des conneries, il peut manger du pain complet. Vous lui interdisez. S'il refuse, abandonnez-le. Il ne veut pas guérir. Parce que si on ne biaise pas l'information, qui va prendre cette pain-là? C'est pour ça que celui qui veut vendre ça dit, non, le pain complet, vous pouvez manger, le pain de ci, vous pouvez manger même. Je vous dis, s'il est diabétique, il peut guérir, pain, c'est pain. Si vous allez et il fait des fantaisies, il dit, j'en prends un peu, abandonnez-le, il ne veut pas guérir. Il devrait continuer avec son insuline et les autres médicaments, les biguanides et autres, tant pis. Vous devez aller avec la santé et sans complaisance. Voilà. C'est pour ça que je prends mon temps de partager avec vous, de changer votre façon de penser. C'est essentiel. Voilà. Si vous qui demandez à l'autre de ne pas manger quelque chose, vous êtes à table avec lui et vous devez manger, vous devez lui servir de modèle et d'exemple. Si vous, parce que vous supposez que vous n'êtes pas malade, vous vous permettez de manger ce que vous lui interdisez et vous êtes à table avec lui, vous êtes criminel. Parce que vous lui donnez envie de manger ce que vous lui interdisez et puis vous êtes là, soit disant que vous le soignez. Non, vous le torturez plutôt. Donc, vous devez être le modèle et l'exemple des patients que vous aidez à guérir. Et comme je le dis, je le redis, vous devez l'aider à manger ce qui donne la vie, ce qui est vivant. Et ce qui donne la vie, qui est vivant, apporte de l'oxygène. Toujours. Voilà. Pour ce qui concerne la santé, je vous ai assez dit, sans trop entrer dans les détails. J'espère que vous avez compris. Avant de continuer, la fois dernière, il y a 3 ou 4 jours, on m'a envoyé une question parce que mon confrère gynécologue demandait à ce que je vous parle un peu de comment diagnostiquer l'athérosclérose. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle avant que je n'aborde l'amour? Eh bien, docteur, si vous pouvez expliquer ce que c'est, comme ça, bon, la salle des idées. Vous savez, chaque fois que je parle de caillots, je dis toujours les caillots, la coagulation sanguine, et les caillots de sang et les plaques d'athérome. C'est ce que je dis toujours. Chaque fois que je vous parle ici, c'est ce que je dis toujours. Caillots de sang et plaques d'athérome, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'athérosclérose en gros. Et dans les communications qui existent jusqu'ici, on a fait croire aux gens que qui dit athérosclérose dit cholestérol et des plaques de cholestérol.
qu'il y a des dépôts de cholestérol dans les vaisseaux. C'est ça qui fait quoi? Des mensonges enseignés, intéressés, alors que les plaques d'athérome n'ont rien à voir. Pour savoir que quelqu'un a une athérosclérose, dès que sa tension monte, vous devez savoir qu'il doit en avoir. Dès que la tension de la personne monte, vous devez savoir qu'il doit en avoir. Ça, il n'y a rien. Maintenant, il y a quelques signes qui permettent mieux de le savoir. Lorsque vous prenez par exemple la tension, la minima de la personne, c'est-à-dire le plus petit chiffre, ce qu'on appelle la minima, la minimale ou la diastolique, est souvent au-delà de la moitié de la systolique plus 1. Si je dois le résumer en gros, quelqu'un dont vous prenez la tension, qui a une diastolique ou une minimale ou la minima à au-delà de 9 au-delà, la plupart du temps a des plaques d'athérome, souffre d'athérosclérose. C'est le signe le plus, c'est-à-dire le truc le plus facile pour le savoir. Maintenant, si vous êtes médecin, si vous avez des connaissances médicales, avec votre stéto, il suffit au niveau de l'abdomen de chercher ce qu'on appelle le souffle aortique. Vous voyez, ça c'est trop compliqué, mais lui, celui qui a posé la question, il comprend. On cherche le souffle aortique. Mais rien qu'en prenant la tension, la minima permet de savoir, lorsque la minima ne baisse pas en bas de 9, c'est que la personne a des plaques d'athérome. Et chez certains, quand vous palpez les pouls, par exemple au niveau du bras, on a le pouls radial et le pouls cubital. Maintenant, ça se dit, on ne dit plus cubital. Quand moi je faisais la médecine, on parlait de cubital, maintenant on ne dit plus ça, on dit quoi? Ulnaire ou je ne sais plus. J'espère que le docteur Amadou est là. On dit cubital ou à mon temps, on disait cubital. Maintenant, le nom a changé, il me semble que c'est ulnaire, quelque chose comme ça. Le radial est resté radial. Donc, vous palpez les pouls. En palpant les pouls, vous constatez qu'il y a des pouls qui sont très, très faibles ou bien qui disparaissent. Il y a des pouls qui sont très, très faibles ou qui disparaissent. Dès que le pouls est faible, ça veut dire que le sang circule difficilement. Ça veut dire que le vaisseau est rétréci. Et là, souvent, c'est des plaques d'athérome qui le font. Donc, poser le diagnostic d'une athérosclérose, ça revient à chercher les souffles. Pour ceux qui sont du corps médical, ils comprennent, mais déjà, lorsque vous avez la minima au-delà de 9, c'est que la personne a des plaques d'athérome. Maintenant, les pouls au pied, le pouls tibial postérieur ou antérieur, les pouls pédieux, les pouls poplités, bon, je ne veux pas vous fatiguer avec, permettent de savoir si le poids et la force du pouls a diminué quelque part pour savoir qu'il y a des choses qui bloquent. Mais comprenez ceci, l'athérosclérose, c'est quoi? Les vaisseaux se blessent, peuvent se blesser, peuvent être altérés. Et quand les vaisseaux s'altèrent, la nature ou notre organisme doit veiller à ce que le sang ne traverse pas la paroi, que le sang ne fuit pas son lit. Donc, il y a des choses dans le sang qu'on appelle les plaquettes qui vont plaquer et boucher le trou de la blessure qui se trouve sur le vaisseau. Et quand ça va boucher ça, il y a toute une constitution avec un ensemble de trucs qui permet à ce qu'on bouche le trou correctement. Et en le faisant, ça rétrécit les passages. Mais imaginez que vous mangez des choses qui créent l'inflammation sur plusieurs vaisseaux. Vous voyez, vos
plaquettes iront partout boucher ces trous-là et les vaisseaux vont se rétrécir presque sur tout votre corps. Ça peut se passer au niveau du cerveau, chez certains au niveau du cœur, chez d'autres au niveau du rein, ainsi de suite, et le sang circule difficilement. Donc, il y a des souffles, c'est-à-dire, vous entendez, normalement, quand le sang passe, il n'y a pas de bruit. En dehors des battements, il n'y a pas de bruit. Mais quand vous mettez le stéto sur ces vaisseaux-là, vous entendez comme si on soufflait dans un tuyau. C'est des turbulences. Et c'est comme ça qu'on a les plaques d'athérome. Mais en fait, les plaques d'athérome, c'est pour régler des problèmes de fuite sur les vaisseaux. Et la cicatrisation crée ça. Au bout d'un certain temps, ces plaques peuvent se détacher. C'est-à-dire, quand la partie est bien bouchée, le truc se détache et en bougeant peut aller bloquer la circulation quelque part. Mais en fait, les plaques d'athérome ne sont que des caillots. C'est d'autres formes de caillots de sang. Bien que la composition est un peu mélangée avec d'autres choses, mais c'est d'autres formes de caillots. Et leur traitement est exactement le traitement des caillots de sang. Donc, vous voyez, si je ne donne pas ces détails, c'est parce que les anticoagulants règlent ça aussi. C'est pour ça que je ne vais pas souvent dans ces détails. Dans les hauts niveaux, pour ceux qui souffrent d'athérosclérose, c'est-à-dire de plaques d'athérome sur eux, leur traitement est le traitement anticoagulant aussi. C'est la même chose. Mais eux, ils ont beaucoup plus besoin d'une forte dose de cholédouce pour aider à ce que la circulation soit plus laminaire. C'est tout. Mais le traitement, c'est un traitement anticoagulant, exactement comme le reste. Voilà. C'est la petite parenthèse sur les athéroscléroses. Mais ce que je vous dirais, qu'on dise athérosclérose ou coagulation, le traitement est pareil. Les risques, pareil. Donc, il ne faut pas forcément faire une distinction des deux. Ça ne sert à rien. Mais ce que vous devez oublier, c'est que on vous a raconté et on continue à raconter que c'est dû au cholestérol. C'est un gros mensonge et les produits pour traiter le cholestérol, c'est des produits qui vous tuent. Et vous devez le savoir. Ceux qui utilisent les statines et autres, il va falloir les abandonner petit à petit. Si ils croient que c'est des béquilles, bon, aidez-le. Si il peut avoir la force de comprendre que c'est dangereux de prendre ces produits, vous l'aidez à abandonner immédiatement. Voilà. Mais, je le répète, athérosclérose ou caillot, pareil. Le traitement, c'est anticoagulant. Donc, combiner les anticoagulants avec le cholédouce pour ceux qui sont à IM. Voilà. J'essaye de rendre le message assez simple, mais pour le docteur Amadou, il y a d'autres choses que je vais lui dire particulièrement parce qu'en tant que médecin, il y a certains signes qui lui permettront de savoir, mais vous, ça va vous ennuyer. Ce n'est pas la peine. Parce que ça sort de tout ce qui est clinique. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci pour les explications. Aujourd'hui, la salle est pleine à craquer. Les gens sont même en train de m'envoyer des messages en inbox pour me demander comment feront-ils pour rentrer. Je vous montre une photo de la nuque de quelqu'un. Oui, on voit bien, c'est la nuque de monsieur. D'un monsieur, vous voyez très bien. Ce monsieur-là, de quoi il peut souffrir? Hein? De quoi il peut souffrir? Eh bien, ce monsieur dont on voit la nuque, de quoi peut souffrir ce monsieur? Eh bien, envoyez vos réponses rapidement. Il y a un message qui est là. On va voir si la personne
ce monsieur, de quoi il peut souffrir? Quand vous voyez sa nuque comme ça, hypertension artérielle. C'est Soussou qui envoie la réponse. mais oui, il souffre d'hypertension artérielle. Est-ce que l'hypertension est une maladie? Est-ce que l'hypertension est une maladie? L'hypertension n'étant pas une maladie, il ne souffre pas d'hypertension artérielle. Il a une hypertension, mais il souffre d'une hypertension, non. Ne dites plus ces âneries-là. C'est ce qu'on raconte partout, là. C'est fini, là. Vous qui êtes ici, vous savez désormais que l'hypertension n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie. Donc, ne dites plus ces conneries-là. Les mots ont leur sens et la parole est sacrée. Évitez de dire que quelqu'un souffre d'hypertension. Est-ce que vous pouvez souffrir d'être en bonne santé? Vous pouvez souffrir de réagir bien? Non. Bon, vous voyez, la parole est sacrée. Changez votre langage. Dire que la personne a une hypertension ou bien a sa tension qui monte, oui. L'hypertension n'est pas une maladie. Je le dis, oui. Je persiste, je signe. Si quelqu'un croit qu'il a autre explication, qu'il vienne pour en débattre. Qu'il soit prix Nobel et professeur de quoi, je ne sais pas, qu'il soit un gros scientifique, je veux bien qu'il me démontre scientifiquement que c'est une maladie. Ça n'a jamais été une maladie, ce n'est pas une maladie, ça ne sera jamais une maladie. Et ça n'a jamais tué quelqu'un, ça n'a jamais provoqué ni d'AVC, ni d'arrêt cardiaque, ni d'insuffisance rénale. C'est faux. Je le dis, si quelqu'un se croit assez bardé scientifiquement pour en débattre, volontiers, ce serait avec plaisir, à Mondovision. Ce serait avec plaisir à Mondovision. Comme ça, on va me montrer que je suis con. Hein? Voilà. Alors, la personne souffre de quoi? La personne souffre de quoi? Quelqu'un a dit obésité, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Quelqu'un a dit coagulation, je lui dis bravo. C'est que quand vous voyez quelqu'un comme ça, avec une nuque comme ça, c'est qu'il souffre. Hein? De coagulation, même il a des cailloux sur la tête. Et son organisme essaye de compenser un peu. Mais vous voyez, quand vous voyez la nuque comme ça, quand on dit mauvaise circulation, c'est tout à fait normal. Normalement, quand vous voyez une image comme ça, vous tracez, vous regardez derrière la personne, vous tracez un trait qui joint le lobe inférieur des oreilles. Vous tracez un trait qui joint le lobe inférieur des oreilles. Comme ça. Pardon? Vous voyez le lobe inférieur des oreilles, vous tracez un trait qui joint le lobe inférieur des oreilles. Et quand vous tracez ce trait, tous les plis qui sont dessus, s'il y a des plis qui sont dessus, ça vous montre que la personne a un problème de coagulation et sa tension monte. Même sans tensiomètre, vous pouvez dire ça à coup sûr. Et je vais vous dire, ce truc-là, c'est ma découverte. J'ai pris des photos en avion partout, les patients qui venaient chez moi partout, et dans les supermarchés, très diplomatiquement, j'approche les gens, je leur pose des questions, et j'ai une centaine d'images comme ça. Donc, vous voyez, si le pli, là, est en bas de la ligne qui joint les deux lobes inférieurs de l'oreille, c'est de l'embonpoint. C'est-à-dire, il a de l'embonpoint. Mais si c'est au-dessus, ça veut dire que le sang de la personne
se coagule, il traîne des caillots et sa tension monte. Je ne dis pas qu'il souffre de tension. Sa tension monte. Je peux vous montrer encore d'autres images. Regardez ce monsieur. Vous voyez chez lui, le pli est carrément en bas. Mais si vous voyez la déformation de la nuque, il a des caillots, mais sa tension ne monte pas. Vous voyez, le pli est carrément en bas. Oui, ça se voit. C'est carrément en bas. C'est tous ces travaux-là que j'ai fait. Quand aujourd'hui je vous parle de plein de choses, c'est ces travaux-là que j'ai pris le temps de faire, d'analyser, de comprendre comment est-ce que je peux, sans appareils, rien du tout, savoir qu'il y a tel problème. Et c'est comme ça, je les ai trouvés et je vous partage mes conclusions, mais vous devez savoir que ce monsieur, il était venu des États-Unis me consulter. Je ne sais pas si j'arrive. Vous arrivez à voir? Oui, on arrive à voir, mais il y a quelques points lumineux. Oui, oui. Je ne sais pas. Oui, la caméra est à votre droite, donc il faut montrer plutôt. Ah, oui. Attention, je change de caméra et là, ce serait plus facile. Je change de caméra. Oui, merci. Voilà. Eh bien, maintenant, c'est bon. Oui. Voilà, c'est mieux. C'est parfait. Donc, vous voyez, ce monsieur, effectivement, vous comprenez qu'il avait une hypertension. Il est venu des États-Unis me consulter à Lomé. Parce que la tension montait et on n'arrivait pas à résoudre. Il est passé me voir. Voilà. Vous voyez? Ouais, ça marche. Et le même monsieur avec une image beaucoup plus parlante. Vous voyez, ça c'est beaucoup plus parlante. Il y en a comme ça des milliers que j'ai eu à garder parce que je voudrais démontrer à tous, je croyais que je faisais un travail pour mes confrères avec qui on devait partager science pour qu'on puisse mieux soigner les gens. Malheureusement, je dérangeais parce que je touchais à leur mangeoire. Voilà. Donc, il y en a, il y a des trucs. Je vais vous montrer aussi une autre image. Bon, Nefertiti, bravo. Vous voyez pourquoi chez les femmes, ça pose problème parce que les femmes, avec leur tissage et tout ce qu'elles mettent derrière sur la tête, ça empêche de voir ça directement. Vous voyez? Vous avez posé une question très intelligente. C'est pour ça, les femmes qui, comment l'appelle-t-on? Mettent les mèches ou couvrent les trucs avec je ne sais quoi. Vous voyez très bien que ces personnes-là, je vais vous montrer une autre image. Vous voyez, ça c'est une image que un confrère ici m'a passée la semaine dernière. On ne se voit pas bien. Tout. Oui. Vous voyez, la peau de la main est presque brûlée chez le monsieur. Oui. La peau de la main est presque brûlée. C'est ça. Je vais vous montrer une autre image. Encore, vous voyez la paume de la main presque brûlée, carbonisée. Oui. C'est un médecin ici qui était
faisait partie de ceux qui ont fait la première formation. Vous le connaissez, je ne donne pas le nom. Regardez, j'ai montré la paume de la main brûlée et autres, vous allez voir. Lorsqu'on l'a mis sous anticoagulant, regardez, ça doit dire beaucoup de choses aux dermatologues, et vous comprenez. En un mois, sous anticoagulant, regardez. Et la paume de la main, regardez cette paume de la main qui était carbonisée, regardez comment c'est devenu. C'est pour vous dire que vous êtes dans du vrai. En un mois. Imaginez combien de mois le monsieur a traîné ça et combien d'années il a traîné ça. Il y a un autre cas dont parle Madame Dior. Oui. J'ai eu quelqu'un, une dame dont la fille devait faire 5e ou 6e année de pharmacie ou de médecine, qui avait un truc qu'on appelle la médecine, un syndrome de Lyell. Ceux qui sont en médecine comprennent à peu près, parce que c'est des noms barbares qui ne veulent pas dire grand-chose. Mais, je crois que c'est de ce cas-là que Mme Dior parle. Elle est venue, on l'a mis sous les alicaments et puis les anticoagulants, et elle a guéri. C'est vous dire que la santé ne demande qu'autre chose. Amener l'oxygène, apporter la circulation, et tout est réglé. La paume de la main, la peau, c'est comme la terre. Quand il n'y a pas d'eau, la peau est craquelée, séchée. Quand il n'y a pas d'eau, comme dans le désert. Et quand l'eau revient, comprenez à peu près. Et cette compréhension-là est une compréhension qui devait être universalisée pour que vous tous, vous puissiez convaincre ceux qui traînent encore à faire d'autres choses contre leur santé, de changer de façon de penser. En gros, vous voyez que vie n'est que circulation et il n'y a pas de problème de santé sans problème de circulation. C'est-à-dire, il n'y a pas de maladie sans caillot, que ce soit localisé ou généralisé, vous comprenez. Donc, les problèmes d'acidose, comme les champignons et autres que les gens ont, les dermatoses, vous comprenez à peu près. Voilà. Vous avez des questions? On va aborder l'autre côté un peu. Si vous voulez la santé, habituez-vous à écouter la vérité, à rechercher la vérité. Sans la vérité, vrai. Je dis bien vrai, pas des vérités. Vous devez chercher la vérité. Sans complaisance. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous essayez de régler un problème que vous n'arrivez pas à régler, lorsque vous tentez de régler un problème que vous n'arrivez pas à régler, quelle devait être votre attitude? Eh bien, reposez encore la question, docteur. Lorsque vous essayez de régler un problème que vous n'arrivez pas à régler, quelle devait être votre attitude? Eh bien, la salle, nous sommes très nombreux, la salle est pleine. Une centaine de personnes dans la salle. Lorsque vous cherchez à régler un problème et que vous n'arrivez pas à le faire, quelle sera votre attitude? C'est-à-dire votre attitude, votre pensée, quelle devait être votre attitude? Voilà. Eh bien, il y a déjà des réponses qui arrivent. C'est de dire qui dit, pensez que ce n'est pas un problème et l'accepter. Bravo. La personne qui a dit ça, Pawa, lui. Pawa, c'est de dire. C'est qui? Vous voulez régler quelque chose que vous considérez comme un problème. Vous n'arrivez pas à le régler. C'est que la plupart du temps, ce n'est pas un problème à régler. Donc, c'est plutôt une vérité à accepter. Mais vous voyez là où se trouvent l'escroquerie.
Vous avez un problème. On vous dit, ce problème n'a pas de solution. Mais on vous dit que c'est un problème. Vous voyez? Ça veut dire que c'est quelque part, c'est parce que vous-même, vous avez accepté d'être traité de bête. On veut régler la chose. Depuis des millénaires, on veut régler, on vous dit que c'est un problème. Il faut le régler. Il faut le régler. Mais il n'y a pas de solution. Ça veut dire que le truc là n'est pas un problème. Est-ce qu'on a besoin d'être un génie pour comprendre ça? C'est là l'escroquerie. C'est-à-dire, l'enseignement devient un moyen d'escroquer. L'hypertension, qui est une solution naturelle pour vous permettre de survivre en attendant de régler le problème, on le prend maintenant, le messager, ou bien on le prend, on dit que c'est lui le problème. Et passe, on vous dit c'est à vie. Jusqu'à ce que le jour où vous le baissez trop, c'est à mort. Et tout le monde croit que c'est un problème. Mais vous voyez la question que j'ai posée? On n'a pas besoin d'un génie pour ça. Vous avez un truc, il suffit de changer votre vision sur la chose. Et c'est terminé. Mais chaque fois que vous luttez contre la chose, au lieu d'accepter la chose et de le comprendre autrement, comme disait, je crois que c'est Claude Bernard qui disait ça, lorsque les faits qu'on rencontre ne s'accordent pas avec une théorie régnante, on accepte les faits et on oublie la théorie qui existait, quitte à repenser le fait. Vous voyez? Dès que vous changez, vous comprenez tout de suite que l'hypertension comme problème est un don. Ça n'a jamais été un problème. C'est une escroquerie. Je vous dis, on parle du cholestérol le 23, peut-être demain, le livre du professeur Even va sortir, quoique on sait déjà ce que ça contient, mais le cholestérol, c'est tout petit par rapport à l'hypertension. Vous ne l'imaginez pas. Et c'est là que vous voyez que les gens sont méchants, cyniques. Et on enseigne ça. Et on nous donne de gros diplômes avec. C'est comme le Ferdinand Oyono dans Le Vieux Nègre et la médaille. On lui donne la médaille, il dit oui, je suis docteur. Ça pavane, je suis secrétaire, si ça se pavane partout. Alors que c'est un nulard qui perd sa femme, ses enfants, comme tout le monde. Mais il a oublié que son pied n'étant pas adapté au pied du blanc, il faut ouvrir une fenêtre dans la chaussure pour que son pied puisse respirer. Ceux qui ont lu Le Vieux Nègre et la médaille de Ferdinand Oyono comprennent ce que je dis. C'est exactement ce que nous avons. De gros diplômes de gens complices d'homicide involontaire parce que nous avons renoncé à réfléchir par nous-mêmes. Et quand je le dis, je suis traité de tous les noms. Alors que moi, je n'ai juré que pour la santé. Voilà. Maintenant, quand tu prends l'autre comme une chose, un numéro, un compte en banque, et tu oublies que c'est ton semblable, c'est là le problème. Et c'est pour ça, je viens au deuxième niveau. Quelle est la règle qui doit guider notre vie? Puisque notre vie est conditionnée par l'interaction que nous avons avec les autres et tout le monde. Ce que vous soignez, vos enfants, votre femme et tout. Quelle est la première règle qui doit guider votre relation? Eh bien, la salle, nous sommes pleinement la première règle qui doit guider notre relation de tous les jours, c'est laquelle? Allez-y rapidement. Eh bien, il y a Étienne qui dit l'amour. Il y a Élie qui dit c'est l'amour. Dior qui dit c'est Dior. Pour ceux qui ont dit l'amour, À l'autre. pour ceux qui ont dit l'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Eh bien, primum non nosere nefertiti.
Donc, vous voyez, à la première question, c'est Dior, Madame Dior qui a mieux répondu. C'est-à-dire, c'est ce que vous dites. Primum non nocere. Oui. C'est primum non nocere. Quand je dois établir une relation, je dois veiller à ce que je ne nuise pas à l'autre, fondamentalement. C'est le primum non nocere. Et je vous le dis, une fois que vous ne nuisez à personne, que vous ne mentez sur personne pour qu'on le déteste, et ceux qui le font savent les criminels, les méchants et les hypocrites qu'ils sont. Quand vous allez vers quelqu'un, vous devez lui apporter l'oxygène, lui permettre de vivre, lui apporter tout, c'est-à-dire tout faire pour ne pas nuire à lui. C'est le primum non nocere. Et ce primum non nocere-là, c'est ce qu'on appelle amour. Ça doit commencer par vous-même. Si vous-même, vous ne vous aimez pas assez pour ne pas nuire à vous, si vous-même, vous ne vous aimez pas assez pour ne pas nuire à vous, vous irez manger des choses qui viendront priver vos habitants, qu'on appelle les cellules et les organes, d'oxygène. Vous devez vous aimer pour n'apporter que ce qui doit vous apporter la vie, la santé. C'est pour ça, quelqu'un qui ne s'aime pas, comment vous voulez qu'il aime l'autre? Quelqu'un qui nuit à lui-même, qui est capable de sacrifier femme et enfant pour sa gloire. Comment voulez-vous qu'il ne nuise pas à l'autre? Comment voulez-vous? Des gens qui sont prêts à sacrifier femme et enfant, à sacrifier parents pour leur gloire, leur bien supposé. Comment voulez-vous qu'ils ne nuisent pas à un confrère, qu'ils ne nuisent pas à l'autre, qu'ils ne nuisent pas à un patient, qu'ils ne servent qu'à lui donner quelques faux papiers de biais? Voilà. Et c'est là que vous comprenez que la santé qui doit vous apporter la vie a une règle fondamentale. Primum non nocere. Tout ce que vous devez manger doit vous apporter la vie. Donc, si ça doit vous apporter la vie, vous devez savoir ce que c'est que l'amour. Et c'est quand vous aimez la vie que vous verrez que vous n'avez pas le droit de nuire à la vie de l'autre. Donc, voilà. Ce qui n'est pas bon pour moi ne peut pas être bon pour l'autre. C'est comme ça se dit. Qui l'a dit? Je ne me rappelle plus du nom de ce médecin-là qui a dit ça. Il dit, ce qui n'est pas bien bon pour un bien portant ne peut pas être bon pour un malade. Je reprends. Ce qui n'est pas bon pour quelqu'un de bien portant ne peut pas être bon pour un malade. C'est d'ailleurs pour ça que, ici à IEM, vous ne pouvez pas proposer des médicaments à des gens et que vous-même, vous ne prenez pas ces mêmes médicaments. Vous ne pouvez pas proposer des compléments alimentaires à des gens et que vous ne soyez pas vous-même utilisateurs de ces médicaments-là, de ces compléments-là. Parce que ce qui est bon pour un bien portant est encore plus, pour quelqu'un qui est malade, seulement à une dose beaucoup plus élevée. Voilà. C'est pour ça que la santé doit être d'abord l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Et c'est ce qu'on doit enseigner à quiconque s'aventure dans les soins, dans les thérapies. Quiconque pense qu'il doit sauver des vies, il doit savoir ce que c'est que l'amour. C'est d'ailleurs pour ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas, c'est d'ailleurs pour ça que les congrégations religieuses, toutes les congrégations religieuses ont des hôpitaux maintenant, quoique c'est le business chez eux aussi, ce n'est pas l'amour qu'ils partagent forcément. Vous voyez? Ce qui n'est pas bon pour vous ne peut pas être bon pour l'autre. Et ça doit être et l'amour, et tout le temps l'amour. La santé, vous comprenez que c'est de l'amour.
Et c'est pour ça que je vous disais la fois dernière, il y a une partie de vous qui va vers l'autre. Ceux qui font la formation au 3e niveau, quand on va aborder les choses quantiques, véritablement, vous allez voir que sans l'amour, vous ne pourrez rien, rien du tout. Vous ne serez qu'un animal sauvage. Je crois que pour l'amour, vous avez compris, mais si vous n'avez pas compris, posez les questions. Déjà, n'allez pas vers quelqu'un sans vous rappeler que vous ne devez pas nuire à lui. Donc, ce que vous devez lui offrir, lui faire, doit, quel que soit le cas, ne pas le mettre en danger. C'est ça. J'attends vos questions pour que l'on clôture en beauté cette journée. Et merci pour votre présence parce que la salle est toujours pleine. Toujours pleine, oui. Merci beaucoup, docteur. Merci. Nous nous aimons. Pour aimer les autres. Oui, G.A. Fabrice, on vous entend pas là. Oui, je dis bien que nous nous aimons. Nous nous aimons très bien. On veut vivre une bonne vie avec une bonne alimentation. Mais des fois, c'est notre bouche là qui nous trompe. C'est nos papilles gustatives là qui nous trompent des fois. Qui est notre ennemi. C'est lui qui est problème pour nous. Donc, nous devons tous savoir aujourd'hui qu'il faut tout faire pour surmonter vraiment cette chose-là. Donc, ça peut pas... Les gustatives dépendent de nos éducations. Ma patronne en Californie résumait ça très bien. Il dit, mais tiens, mon fils, les mauvais aliments ont bon goût. Vous comprenez tout? Les mauvais aliments ont bon goût. Oui, ça c'est vrai. Les aliments qui nous font du bien sont toujours amers. Ça, c'est vrai. Oui. Eh bien, la salle, le docteur nous donne maintenant l'occasion de poser des questions. La salle est toujours pleine, une centaine de personnes. Donc, jusqu'ici, s'il y a des zones d'ombre, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien, eh bien, vous pouvez poser la question. Le docteur est là. Allons-y à vos claviers ou bien vous levez la main et on vous donne la parole. Alors, la salle, allez-y. Il nous reste encore une quinzaine de minutes à passer ensemble. Donc, on va profiter de ce temps-là pour poser beaucoup de questions au docteur. Donc, allez-y très rapidement. On est toujours nombreux dans la salle. Et puis, je tiens à vous informer que la salle ne contient que 100 personnes. C'est la capacité de la salle. Donc, dans les jours à venir, nous ferons tout pour augmenter la capacité de la salle. On l'avait fait, mais bon, il y avait eu quelques malentendus, ce qui fait que on est en train de faire des démarches auprès des gens de Telegram. Donc, dans peu de temps, on va tout régler. Nous serons plus nombreux dans la salle. Envoyez vos réponses rapidement. Il y a un message qui est là. C'est de Dior qui dit « Comment prendre du poids sainement ?» C'est bien. Naturellement, on n'a pas besoin de faire quelque chose pour prendre du poids. Si tu fais de la malbouffe, en mangeant des choses qui vont sur toi, qui vont brûler ton organisme, pour te protéger, produit de la graisse. Et tu as l'impression d'être en bonne forme. Mais tu as c'est-à-dire de la mauvaise graisse entre griffes pour te protéger. Mais des gens qui, naturellement, génétiquement, doivent être gros, ils peuvent manger normalement et grossir. Ils auront de la graisse qu'on appelle la graisse brune. C'est-à-dire, ils mangent normalement des choses qu'ils doivent manger, qui doivent apporter de l'oxygène, mais ils ont une autre façon de les mettre en réserve.
j'ai fait une vidéo sur l'obésité. On a fait un partage sur l'obésité, que la personne aille écouter ça. Maintenant, par envie de plaire, c'est-à-dire de ressembler à quelqu'un, on veut forcer. La saine façon, c'est de manger beaucoup plus les bonnes choses. Et vous prendrez du poids normalement. Mais ça encore, je le déconseille parce que une biche, quel que soit ce qu'on lui donne, de frais et de bon, ne sera jamais, n'aura jamais la forme d'un éléphant, ni la forme d'un mammouth, ni la forme d'un hippopotame. C'est une biche, une biche. C'est ça. Et si vous ne vous acceptez pas, pourquoi vous demanderez aux autres de vous accepter? C'est pour ça, prendre du poids sainement, c'est ce que je peux dire. Manger beaucoup plus, beaucoup de choses, beaucoup plus souvent, vous aurez de l'embonpoint. De l'embonpoint. Et ça suffit. Eh bien, docteur, la question de Dior m'a amené vers une autre question. Il y a certaines personnes qui prennent des produits pour pouvoir bien manger ou bien pour pouvoir manger plus. Est-ce que ça n'est pas très dangereux pour nous? À la suite d'une maladie et autre, les gens peuvent perdre l'appétit. On prend des choses, des orexigènes, comme on le dit, pour stimuler l'appétit, un peu manger. Ça, la plupart du temps, c'est des vitamines qui font que vous avez plus envie de manger. Ce n'est pas dangereux. OK. Mais ceux qui, en dehors de ça, parce qu'ils veulent ressembler au mammouth, ou bien à l'hippopotame, ou bien avoir des fessiers de je ne sais quoi, ils se créent des problèmes parce que tôt ou tard, ils vont le payer. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse. Parce que c'est contre nature ce qu'ils font. Ouais. Et puisque nous sommes ici à parler de santé, vous devez être des modèles, des top modèles de santé, être le modèle à suivre, qu'on vous voit et qu'on soit fier de vous parce que vous acceptez. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il y a Missadi qui envoie ce message. Je connais une sœur qui a fait 3 fausses couches dues à des grossesses extra-utériennes et GE. À quoi cela est dû? Et quel médicament AIM pour traiter ce problème? Non. Il parle des choses mélangées là. 3 fausses couches avec des grossesses extra-utérines. La personne a fait 3 grossesses extra-utérines ou quoi? Parce que quand on dit fausse couche, c'est autre chose. Quand on dit grossesse extra-utérine, c'est tout autre chose aussi. Il ne faut pas confondre les deux. Mais 3 fausses couches, on n'a que 2 trompes. Si on fait 2 grossesses extra-utérines, la plupart du temps, on n'a plus de trompes. La plupart du temps. Jusqu'à ce que tu fasses une 3e grossesse extra-utérine, c'est du n'importe quoi. Et ça, il ne sait pas ce qu'il dit. Il reprécise sa question. D'accord. Du moins, peut-être que je n'ai pas compris, parce qu'il y a un spécialiste dans la salle, le docteur Amadou est là. Peut-être que je suis en erreur, il peut me corriger. Eh bien, si docteur Amadou est dans la salle, qu'il prenne la parole pour nous édifier un peu sur la question. Là, je suis sûr que la personne a mal dit ce qu'il voulait dire. C'est pas bien dit. Ok, bon, on va continuer. On peut dire des choses qu'on croit, mais qui ne sont pas vraies. Oui, allô. Oui, allô, docteur Amadou. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Je suis en circulation, mais je vais répondre. Je crois que le docteur Améga a déjà donné la réponse. La fausse couche est différente de la grossesse extra-utérine. La fausse couche, c'est quand une grossesse est dans la cavité utérine, dans l'utérus même, et à un moment donné, ça coule. Ce qu'on appelle fausse couche. Alors que la GU, la grossesse extra-utérine, ne reste pas dans l'utérus. Ça reste en dehors de l'utérus, dans la trompe. Donc, on ne peut pas confondre GU et fausse couche. Il faut que la personne repose la question autrement. Ok.
Merci beaucoup, docteur. Merci, maître. Je vois que vous êtes en circulation et on ne va pas vous embêter. Concentrez-vous parce que vous êtes précieux. Oui. Merci. Merci, Okay, pour, merci à vous. Merci. oui, merci beaucoup. Merci, docteur Amadou. C'est Romanus qui revient en disant ceci. Docteur, s'il vous plaît, comment l'amour crée la santé? L'amour crée la santé en vous donnant un zen. L'amour crée la santé parce que ça vous permet d'apporter que des choses qui vous donnent la vie. Pas des choses qui vous donnent le plaisir gustatif. Des choses qui vous apportent la vie. Vous devez manger la vie. Et vous devez vous aimer. Donc, ne pas nuire à vous. J'espère que je me fais comprendre. Donc, si vous pouvez le faire pour vous-même, ça vous donne la santé. Ainsi, pour quelqu'un d'autre, vous ne devez pas lui apporter quelque chose qui doit nuire à lui. Dès que vous le faites, c'est de l'amour. Donc, c'est la santé. Et vous savez que quand vous avez ce zen-là, je suis sûr qu'il parle de l'amour émotif, ce zen-là, ça relâche vos vaisseaux et votre cœur bat la chamade, mais pas de façon relaxe. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il y a Dior qui nous donne encore une précision. Et elle nous dit la grossesse extra-utérine endommage la trompe. Ah oui, c'est plutôt une question. Elle dit la grossesse extra-utérine. Oui. La plupart du temps, quand vous avez une grossesse extra-utérine, souvent c'est dans la trompe que ça reste. Et la plupart du temps, on coupe. On enlève le truc, on coupe la trompe. Donc, si on le fait, c'est pour ça qu'il disait 3 grossesses extra-utérines, c'est pas possible. Parce que si on t'enlève une trompe, tu as une deuxième grossesse extra-utérine, on t'enlève la deuxième. Est-ce que tu peux avoir une 3e grossesse extra-utérine? Non. Non. Oui, c'est pour ça qu'on disait que la personne qui a posé la question ne sait pas ce qu'il disait. Oui. Voilà. Ah, mais okay. Il y a des techniques pour certains qui permettent d'opérer la grossesse extra-utérine sans enlever forcément la trompe, surtout lorsque la personne a, comment l'appelle-t-on, a un désir d'enfanter. Donc, il y a des techniques, mais c'est tiré par les cheveux. C'est tiré par les cheveux. C'est pour ça que je dis 3 grossesses extra-utérines, bon, je ne crois pas. 2, oui. Mais 3, non. Vraiment. OK, bon, les questions continuent toujours à arriver. Il y a Misadi qui dit oui, la personne a fait 2 fausses couches et la 3e fois, c'était une GE et il a subi une intervention chirurgicale. Voilà. Là, vous voyez ce qu'il dit maintenant est totalement différent de ce qu'il avait dit. Oui. Le docteur Amadou vous a dit à peu près, les fausses couches, c'est ça, c'est que la personne n'a pas pu conduire une grossesse à terme. C'est ça. Maintenant, dans les traitements des fausses couches, là, peut-être qu'on a mis des antibiotiques et autres qui ont fait que une trompe a produit de la fibrine et s'est bouchée. Pas totalement pour empêcher les spermatozoïdes de passer, mais suffisamment pour empêcher l'œuf fécondé de revenir et faire la nidation dans l'utérus. Et là, la 3e fois, elle a une grossesse extra-utérine. Là, ça se comprend. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut savoir? Eh bien, M. Misadi, on vous pose la question. Qu'est-ce que vous voulez savoir en posant vos questions? Qu'est-ce que vous voulez savoir, M. Misadi? Si vous êtes toujours en ligne, vous pouvez encore envoyer des questions. C'est un GEU, grossesse extra-utérine. Ce n'est pas un GE. C'est un GEU. Merci beaucoup. Misadi revient encore en disant ceci, si la personne veut toujours avoir un enfant. Bien sûr, parce que quand il a fait une grossesse extra-utérine, c'est une seule trompe qui est foutue maintenant, qui peut-être est enlevée, qui a été opérée, qui est supprimée. Mais il y a l'autre trompe qui est là.
Et si on veille à ce que la trompe soit perméable, elle va faire des enfants. Elle peut même faire un jardin d'enfants si elle veut. Seulement, la chance est légèrement diminuée par rapport à celui qui a les deux trompes perméables. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Il faut attendre 6 mois environ et on fait une hystéro pour voir si la deuxième trompe est perméable. Si c'est perméable, si ce n'est pas perméable, il faut déboucher ça. Il faut déboucher ça pour lui donner les chances d'enfanter. Sinon, elle va faire une fécondation in vitro. Ça, c'est autre chose. C'est une autre solution qui n'est pas à la portée de tout le monde. Voilà. Oui. Oui. Missadi revient en disant, oui, il lui reste une deuxième trompe. Il est perméable parce que avoir une deuxième trompe n'est pas le problème. Il faut que la trompe soit vraiment perméable. Sinon, ça peut être encore une grossesse extra-utérine. Donc, il faut veiller à ce que la trompe là soit vraiment perméable. D'accord. Voilà. Okay, ça demande une consultation gynéco. Le docteur Amadou est là. On peut aller le voir. Il va vous demander une hystérosapingographie qui permettra de voir que la trompe est en bon état ou pas. S'il y a quelque chose à faire, c'est un bon confrère. Docteur Amadou est un bon confrère. Merci beaucoup, docteur. Il y a, je pense que ça doit être la toute dernière question. C'est Maxo qui dit ceci. Bonjour, docteur. Pourriez-vous nous parler un peu de l'amour comme énergie? L'amour déplace les mots. A-t-on dit en vous... pour une autre fois. Ce serait pour une autre fois. Ah oui. Eh bien, je crois que la toute dernière... Le thème qu'il demande, la question qu'il pose, c'est d'amener les gens à comprendre que lorsque tu as l'amour et que tu es dans certaines conditions, tu produis des vibrations qui produisent des effets. Mais ça demande un autre développement. Eh bien. Comment faire pour avoir le docteur Amadou? Demandez à Cher Fabrice. Quelqu'un a posé une question. Oui, il y a, appelez-moi seulement sur 00228 90 28 33 78 et on va vous mettre en contact avec le docteur Amadou. Oui, 90 28 00228 90 28 63 78. Il y a une autre question qui est là. On va voir si c'est... Oui, ça c'est de Cosme du côté du Bénin. Lui dit ceci. Bonjour docteur, s'il vous plaît, quels sont les produits de AIM qui peuvent aider à déboucher les trompes bouchées chez une femme qui n'arrive pas à concevoir? Non, une femme qui a les trompes bouchées ne peut pas concevoir. Ça, c'est un pléonasme que la personne a fait, mais c'est que le produit essentiel, mais que moi j'applique chez certaines femmes, c'est le collet 12. Normalement, collet 12 et complete suffirait. Mais collet 12, on peut aller jusqu'à placer collet 12 dans le vagin. Mais ça, vous ne pourrez pas le faire. On peut le placer. La personne va sentir comme du poisson, mais chez certaines femmes, ça marche. C'est le produit, c'est le collet 12 qui est l'essentiel. C'est le collet 12. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci pour les explications. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. S'il y en a, bon, pour le moment, il n'y en a pas encore, alors que nous sommes déjà en dehors hors de notre temps. Le temps est presque passé. Donc, on va donner encore une chance à quelqu'un pour poser une dernière question et on va aller à la fin de la séance du jour. Il y a Amadou qui lève la main. Allô, docteur Amadou? Oui, allô, la conférence. Oui. Oui, je voudrais revenir sur les trompes bouchées. Oui, on vous écoute, docteur. Oui, pour les trompes bouchées, je ne sais pas combien de fois la personne a fait son examen.
Si c'est une seule fois, la personne a fait son hystérosalpingographie, je pense qu'il faut reprendre ça ailleurs. Puisque le plus souvent... Il y a souvent des faux résultats. Voilà. Bravo. Beaucoup de faux résultats. Bravo. Quelquefois, c'est juste le spasme, le stress qu'on donne à la malade qui fait que les trompes ne sont pas visualisées. Il suffit que la personne soit décontractée, qu'on refasse, vous allez voir que les trompes sont visualisées. Donc, il faudra que la personne refasse l'hystéro ailleurs, ou même dans 2 endroits différents, pour qu'on puisse confirmer que franchement, c'est bouché. Vous voyez, il vous dit quelque chose d'important, que ne vous fiez pas aux résultats là. Et ce n'est pas seulement l'hystéro, c'est presque tous les résultats de laboratoire. Voilà. Merci, docteur. Merci encore. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour vos éclaircissements. Je crois que nous sommes arrivés presque à la fin de notre thème du jour. Nous allons maintenant donner la parole au docteur Jean-Paul Amigan pour nous donner son mot de fin. Alors, docteur, vous avez la parole. Merci. Ce que je peux dire pour conclure, c'est que vous devez vous aimer suffisamment pour empêcher que votre vie ne soit brève. Ce qui veut dire que vous devez tout faire. Lorsque vous avez pris conscience que vous apportez des choses qui vous garantissent votre vie, des choses qui vous aident. Et ces choses qui vous aident, c'est des choses qui vous apportent l'oxygène, qui vous garantissent la santé. Et pour ça, aucune autre vérité n'est à tolérer. Aucune autre vérité n'est à tolérer. Parce que votre santé doit être amour, et l'amour, c'est l'amour de la vérité, l'amour de la vie, l'amour de l'oxygène, l'amour des végétaux, donc des alicaments, c'est-à-dire des compléments alimentaires. Nous avons de la chance qu'avec AIM, il n'y a que de l'amour en partage. L'amour pour les alicaments, l'amour pour la vie, et AIM n'a pas oublié, AIM vous offre aussi de l'argent pour le plaisir. Merci et namasté. Namasté, docteur. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous nos leaders. Merci à M. Chérif Gungun. Et merci à nos fondateurs depuis Philippines, Alliance Motion Global. Merci à tout le monde. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Moi, je suis Fabrice Folly. Je suis Fabrice Folly Diapasso, un naturothérapeute formé par le docteur Jean-Paul Amigan. Nous remercions également notre cabine assumée par Deguenon, Éloi Deguenon. Merci à tout le monde et à la prochaine. Merci beaucoup, docteur, et merci à tout le monde. Bye bye. Merci. Namasté.